Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous. Je voudrais d'abord remercier Class Export pour avoir organisé cet événement et à Marc particulièrement, qui est toujours avec nous pour les diasporas, pour la Tunisie, pour les liens du nord et du sud de la Méditerranée. J'ai le privilège de modérer ce panel pour vous montrer un autre peut-être visage de la Tunisie que vous ne connaissez pas, loin des chameaux, des déserts et des belles plages, qui sont aussi une réalité. Alors nous avons autour de la table de dignes représentantes de la Tunisie, puisque la Tunisie c'est aussi des femmes, et c'est surtout des femmes talentueuses. C'est aussi, nous avons également une configuration qui est très représentative de la Tunisie, puisque il y en a une qui est au nord et qui est plutôt dans le développement, dans les ONG, dans faire de la planète un endroit plus agréable à vivre. Nous en avons une qui regarde vers le sud et qui exerce ses talents en Afrique particulièrement et qui exporte de l'intelligence tunisienne partout dans le monde, et notamment dans une des cibles de la Tunisie très importante qui est l'Afrique. Et on a une troisième qui fait la promotion de la Tunisie à partir de la Tunisie et qui participe dans un programme phare de la Fondation Tunisie pour le développement que je préside et qui est Smart Tunisia, et qui jusqu'à maintenant a pu participer à la création de 20 000 emplois. Alors je ne vais pas être très très long, on n'a que 30 minutes. Je vais très rapidement vous donner à vous, les filles, la parole, et peut-être démarrer par ce qui est le moins connu, qui est le rayonnement de la Tunisie aujourd'hui et les atouts de la Tunisie sur le marché africain. Alors, Emma, je te cède d'abord la parole pour nous présenter ce que tu fais et comment tu vois le positionnement de la Tunisie dans les enjeux africains. Merci Badreddine, merci Class Export d'organiser cet événement. Effectivement, je pense qu'on a énormément d'atouts. Donc d'abord, je me présente, donc Emna Khrouf. Je suis Managing Partner Deloitte Afrique en charge du conseil et je suis basée en Tunisie. Je suis aussi présidente de Atus Tunisie et j'en parlerai juste après. Les atouts de la Tunisie pour l'Afrique, je pense que le potentiel de développement en Afrique, il n'est plus à promouvoir. Je vous donne juste un élément. Moyenne d'âge en Afrique est 17 ans par rapport à l'Europe, 42 ans. Donc, vous voyez tout le potentiel que représente l'Afrique. Cependant, il y a vraiment on va dire une non-continuité ou une discontinuité entre l'Europe et l'Afrique, et la Tunisie peut jouer, ou l'Afrique du Nord peut jouer un rôle important par rapport à ça. On l'a vu, nous, au sein de Deloitte, de façon spécifique par rapport au rôle que jouent les talents tunisiens pour promouvoir justement, pour faire le lien entre des savoir-faire européens, des savoir-faire internationaux et, on va dire, des besoins en Afrique subsaharienne de façon spécifique, Côte d'Ivoire, Sénégal, RDC, Congo et différents autres pays, où on a vu que cette mixité entre des talents européens, des talents tunisiens et des talents subsahariens apporter des solutions adaptées au marché subsaharien et permettait justement cet arrimage culturel important et cet arrimage de compétences clés pour accompagner le développement de l'Afrique. Et ce positionnement nous permet justement, au sein de Deloitte, de nous développer, de justement partager ce savoir-faire et de continuer à accompagner le développement africain. C'est très impressionnant, mais pourquoi la Tunisie? Pourquoi spécifiquement Deloitte a choisi la Tunisie comme point d'ancrage pour son activité africaine, et quels sont les atouts de la Tunisie pour cet ancrage-là? Moi, je focaliserai vraiment sur les talents tunisiens. Je pense que les talents tunisiens ont un positionnement clé, puisque d'abord, il y a une éducation qui est très proche de l'éducation. Ont suivi des formations en Europe et aux États-Unis. Et par rapport à cet ancrage, on l'a vu, il y a une agilité tunisienne et une capacité des talents tunisiens de s'adapter à tout contexte
et de faire ce bridge entre des cultures européennes, américaines et des cultures africaines. Donc c'est pour moi principalement ces talents et ces capacités de talent de comprendre une culture très différente d'un environnement à un autre et de pouvoir s'adapter. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce rayonnement que nous avons pu avoir grâce à des compétences tunisiennes, on l'a vu dans différents environnements africains, qui permet justement cette adaptabilité, cette agilité. Et on a vu même en contexte de Covid, cette agilité des talents tunisiens a permis ce bon mixte entre, on va dire, une culture européenne, une culture africaine. Et ce positionnement, on va dire, très proche de l'Europe et très proche et en Afrique a permis cette facilitation. Donia, aujourd'hui, tu diriges une fondation internationale. Peux-tu nous parler de ton activité et du rôle et de la diaspora et de la Tunisie dans cette approche que tu fais du développement? Alors, je dirige une fondation internationale qui travaille sur les conflits, mais je suis également fondatrice d'un réseau de femmes qui s'appelle Tunisienne Pierre et qui a précisément pour objectif de promouvoir l'action des femmes tunisiennes et d'établir des ponts et des partenariats entre les femmes tunisiennes, les femmes franco-tunisiennes et les femmes leaders françaises. Un petit mot sur la diaspora et pourquoi elle est importante et notre sujet est important. D'abord, la diaspora est un vecteur d'influence. Elle contribue à favoriser l'image du pays d'origine. Elle contribue, quand elle fait le travail efficacement, à permettre une intégration forte de sa communauté et elle permet de créer des ponts entre les deux pays. Et quelques mots sur notre diaspora tunisienne. On sait que 60% de notre diaspora a choisi de s'établir en France, mais on sait aussi, et l'OCDE nous le dit, que la diaspora tunisienne est une diaspora hautement qualifiée. Donc finalement, c'est un vivier de talent à la fois pour le pays d'émigration, et notamment la France, puisque la majorité de notre diaspora est en France, mais également pour le pays d'origine. Et je voudrais parler particulièrement de la diaspora féminine tunisienne, et notamment celle qui est ici en France. On sait aujourd'hui que plus la diaspora féminine est intégrée dans le pays, plus elle contribue efficacement au développement et puissamment de son pays d'origine. Et je pense qu'il y a quand même une spécificité tunisienne qui est due à notre histoire et à l'histoire des femmes, et tu l'as rappelé tout à l'heure, Badreddine, c'est qu'elle peut, elle incarne finalement une forme d'originalité dans un certain progressisme social et elle peut participer efficacement aujourd'hui en France à des débats importants de société qui sont majeurs, mais aussi elle permet de contribuer à casser certains préjugés en incarnant ce progressisme sociétal, cette réussite qui est une spécificité dans la région, mais aussi dans le monde. Il ne faut pas avoir peur de le dire, puisqu'on sait qu'elle a acquis des droits sociétaux, politiques et économiques très très tôt, avant même parfois certains pays européens. Donc voilà, à mon avis, vraiment les pivots, les leviers de cette diaspora et de cette diaspora féminine tunisienne, qui est aussi un moyen de valoriser plus largement notre diaspora quand elle fait les choses efficacement et avec talent. Merci Donia. Rim, tu es connu pour des manifestations autour de la mer et de l'économie bleue en général, qui est un peu le cœur de notre pays. C'est un pays qui a une très grande côte et qui est central au niveau de la Méditerranée. Mais tu contribues aussi à des projets clés pour faire connaître ces talents tunisiens, justement. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, très bien. Merci, Bud. Je suis contente d'être parmi vous. Je salue tout le monde. Effectivement, je me présente Eline Benoît. Je suis aujourd'hui appelée à participer dans ce panel pour ma participation en tant que co-manager de Smart Tunisia. Donc, Smart Tunisia est un programme d'envergure nationale qui a été lancé en 2015 via un partenariat public-privé entre la Fondation Tunisie pour le développement et le ministère d'éthique. Ce programme, il est vraiment pour le soutien de la croissance et le développement de l'investissement numérique. Au fait, il offre aux investisseurs un cadre propice pour qu'ils puissent s'installer en Tunisie, pour qu'ils puissent bénéficier des meilleures compétences et infrastructures.
Via Smart Tunis, il y a un stop shop, c'est-à-dire une équipe toute dure à l'administration pour l'intégration et l'installation du futur entrepreneur étranger qui arrive ici. On est le connecteur entre l'administration, mais aussi on accompagne ce nouvel entrant parce qu'il a plein de questions qui se posent du style quels sont les cadres pratiques, où est-ce que je vais retrouver un expert comptable, où est-ce que je recrute, où est-ce que je m'installe. Tout ça va être apporté comme réponse via cette équipe qui lui est dédiée. Il y a aussi, il faut savoir qu'au sein de Smart Tunis, nous comptons 3500 entreprises internationales et dont 2000 sont européennes. Donc, c'est dire vraiment cet écosystème, l'importance de Smart Tunisia pour rassurer l'investisseur étranger et pour lui dire, voilà, venez, nous sommes là. La Tunisie, elle a plein d'atouts, elle a un atout géographique, comme ça a été dit tout à l'heure. On est à 3 heures du continent européen, donc que ce soit les grandes capitales comme Paris, Rome ou autres. On est aussi à quelques heures des grandes capitales arabes et des capitales africaines. Nous avons aussi un autre atout qui est l'éducation, puisque aujourd'hui, ce qui fait notre excellence, c'est les compétences que nous avons formées et qui sont un grand vivier que nous pouvons partager avec les investisseurs étrangers, sachant que ce système éducatif a été mis en place depuis Bourguiba, il continue à porter ses fruits, il est pérenne. Nous comptons aujourd'hui 300 000 étudiants, dont 10 000 sont dans le système d'éthique. C'est dire l'importance de cette technologie, de ce domaine technologique. Il faut savoir aussi que ces compétences forment un attrait particulier par rapport aux entreprises étrangères. Donc, pas mal partent à l'étranger, deviennent nos ambassadeurs, forment une diaspora, et cette diaspora, c'est un atout majeur pour nous parce qu'elle va attirer, elle aussi, d'autres investisseurs étrangers. L'autre atout, c'est notre infrastructure. Nous avons, au sein de Smart Tunisia, favorisé tous les pôles technologiques pour que les investisseurs étrangers puissent venir s'installer non seulement dans la capitale, mais aussi dans des régions de la Tunisie qui offrent une très belle vraiment connexion Internet avec les fibres optiques, avec la 4G, qui offrent des locaux qui sont mis à leur disposition, etc. L'autre atout, et pas le moindre, comme tu l'as dit, Badr, c'est le fait que la Tunisie, il fait bien y vivre. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est qu'au fait, on offre un cadre agréable, un cadre confortable, un cadre adéquat. Et aujourd'hui, on peut aussi dire que c'est dans une démocratie naissante où les droits et les libertés sont respectés, où la position de la femme est déjà bien acquise et bien placée. Tous ces atouts-là font que la Tunisie est un vrai pôle attractif. Elle peut être, aujourd'hui, je peux la nommer comme une smart nation peut-être, puisque c'est une destination numérique, c'est un pôle d'excellence et elle a tous les atouts pour ça. Il y a quelques incitations qui ont été faites aussi par Smart Tunisia pour conforter les nouveaux investisseurs, que ce soit pour la formation ou pour passer à un autre niveau de recrutement. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a un écosystème, il y a des incentives vraiment produites par Smart Tunisia et ça ne fait qu'augmenter l'attrait de la Tunisie. Merci beaucoup, Dim. Merci. Donc là, on voit bien que l'atout de la Tunisie, c'est les ressources humaines essentiellement, et c'est ce que toutes les trois vous mettez en valeur. Alors j'ai envie de me tourner vers toi, Amna, pour dire, finalement, en même temps, nous voyons que la Tunisie a beaucoup de jeunes formés et bien formés, des compétences que l'on exporte, que ce soit au nord et au sud, mais en même temps, il y a les jeunes sont au chômage, il y a un chômage endémique
dans notre jeunesse, y compris la jeunesse diplômée. Alors, est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un paradoxe? C'est toujours un atout parce que avoir des jeunes, c'est des problèmes de riches. Donc, on saura de toute façon toujours les recycler et les adapter par rapport à la demande de marché. En Tunisie, on a connu une non-évolution des programmes éducatifs et d'où l'inadéquation entre les besoins et l'offre et les besoins. Cependant, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est des programmes courts pour justement adapter les compétences par rapport aux demandes du marché. Cet talent reste, les bases sont là et les bases éducatives. Et là, je reviens sur le point de la force du système éducatif tunisien qui, même s'il n'y a pas le vernis adapté aux besoins spécifiques actuels, il y a des mathématiques, il y a de la littérature, il y a vraiment une base éducative structurante qui est très facile à adapter ou à recycler par rapport à des besoins. Et on voit tous les programmes qu'il y a eu pour justement compléter, enrichir les compétences des profils tunisiens. Certes, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et on voit justement l'évolution par rapport à ces modèles de compétences. Je reviens vraiment sur le point que tu soulignais par rapport à ces compétences qui partent à l'étranger. Ce n'est qu'une richesse, voir des compétences aller, on va dire, rôder leur savoir-faire, leur talent un peu partout dans le monde, ça ne peut qu'être qu'une richesse. Et au contraire, cette richesse peut être au service de la personne d'abord et au service du pays, puisque de toute façon, un Tunisien sera toujours Tunisien, qu'il soit à New York, à Tunis ou à Shanghai, il sera toujours rattaché à son ADN et à son ancrage géographique. Et il va, là où il est, contribuer au développement de son pays. Ça, on ne peut pas le lui enlever, et bien au contraire. C'est plutôt à nous d'articuler ensemble cette synergie avec cette diaspora pour qu'elle reste connectée avec la Tunisie, qu'elle reste mobilisée avec les moyens qu'il voudra bien mettre en place, que ce soit des moyens financiers, des moyens intellectuels, enfin, son savoir et son réseau, tout ça ne peut que aider le développement en Tunisie. Tu soulignais... C'est une excellente transition pour la deuxième question que je voulais te poser. C'est il y a une organisation originale qui a une longue tradition, qui, contrairement aux organisations traditionnelles africaines ou arabes, connaît une très très belle succession du top exécutif qui est la TUJ et qui est présente non seulement en Tunisie mais aussi en France et en Grande-Bretagne. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette organisation en quelques mots et quel est son rôle pour mobiliser la diaspora et pouvoir établir un pont entre la Tunisie et ses enfants qui sont à l'étranger? Ouais. Donc la TUJ, c'est l'Association des Tunisiens des grandes écoles. On fête cette année nos 30 ans. Donc vraiment, on est fiers d'avoir cette histoire à raconter. Aujourd'hui, la TUJ compte plus de 8000 ATUGéens, donc des talents tunisiens qui sont basés en Tunisie ou ailleurs et qui justement contribuent au rayonnement de la Tunisie. Effectivement, comme tu le soulignais, Badr, on a 3 bureaux et 4 là depuis 6 mois. Donc en France, en Grande-Bretagne et en Asie-Pacifique. Cette dynamique, justement, nous permet, au travers de cette association dans laquelle on partage énormément de valeurs de travail, des valeurs un ancrage important, puisque une bonne partie de nos adhérents ont suivi un peu le même parcours éducatif. Ce partage de valeurs nous permet justement d'aller plus loin en créant des synergies dans le cadre de nos activités professionnelles et associatives. On l'a vu notamment dans la phase du Covid, où tout de suite des articulations se
se sont faites des synergies entre les différents adjuges, les différents membres pour très rapidement lever des fonds, acheter du matériel qui n'était pas disponible en Tunisie mais qui était disponible à l'étranger, trouver le moyen pour le rapatrier assez vite en Tunisie et puis le guider vers vers les hôpitaux qui en avaient le plus besoin. Je prends juste cet exemple sur le contexte Covid, mais des exemples comme ça dans le monde professionnel, on en a plein et on sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est justement ce réseautage et cette synergie de personnes qui se connaissent et qui ont confiance les uns dans les autres pour accélérer l'impact et le développement. Merci beaucoup. Si je résume, en Tunisie, on n'a pas de pétrole, mais on a la tuge. Mais on a la tuge, mais on a aussi des femmes. Alors, Donia, est-ce que tu peux nous décrire cette façon originale de développer le réseau par les femmes et comment on peut mobiliser les femmes tunisiennes pour le développement et pour la paix? On t'entend pas, Donia. Absolument. Moi, ce que je peux vous dire donc, de mon expérience, c'est qu'elle m'a permis de toucher du doigt la façon dont les femmes peuvent contribuer à ce que cette diaspora soit mieux entendue et plus influente. Et ce qu'elle pourra aussi favoriser comme échange. Je vais parler de ce qu'on a fait donc, dans le cadre de Tunisienne Fière. On a créé une université d'automne avec des femmes françaises, mais des femmes françaises d'influence, parce qu'on voulait justement permettre des réseaux d'influence. Et on a dans notre aventure et dans notre opinion, entraîner des entreprises françaises, des fondations françaises qui sont venues financer et accompagner des projets portés par des femmes tunisiennes, non pas parce que ces projets étaient portés par des femmes tunisiennes, mais parce que c'était des projets qui créent de la valeur, des projets très disruptifs, à forte valeur ajoutée. Donc, ça a permis également de contribuer à faire rayonner notre pays par ce savoir-faire féminin, ce talent féminin. Et j'ai envie de dire que l'histoire de la Tunisie est une histoire de femmes avant tout et qu'il ne faut pas avoir honte de le faire savoir, de le dire et de raconter un petit peu comment, dans ce petit pays, elles ont contribué fortement à construire une démocratie, à vraiment repousser les digues et finalement à inventer à chaque fois les contours d'un modèle économique, social, politique original et qu'on n'attendait pas forcément. Voilà. Donc, elles sont un levier de développement, elles sont un moyen aussi de créer des ponts et elles sont en quelque sorte la vitrine de notre pays, quoi. Merci. Et je crois que ce n'est pas un hasard si dans notre panel, l'immense majorité est féminine. Ça n'a pas été choisi parce que vous étiez des femmes, mais parce que pour le talent que vous représentez et pour le rôle que vous jouez dans votre pays. Elim, il y a un point commun entre vous trois, c'est que vous êtes très engagés dans ce qu'on appelle la société civile et notamment dans des associations ou des fondations. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que peut faire une fondation, comme par exemple Fondation Tunisie pour le développement? Là, je triche un peu parce que j'en suis le président. Mais on voit bien que pour nous quatre, je crois, on est tous les quatre engagés dans la vie économique, mais aussi dans la vie associative, et c'est un peu notre équilibre à tous. Et il y a probablement un rôle de développement de l'économie qui se fait dans le secteur lucratif, mais aussi dans le secteur à but non lucratif. Ben écoute, moi, déjà, à la Fondation, je trouve qu'elle porte très bien son nom puisqu'elle aide au développement. Et un volet qu'on n'a pas tout à fait relevé tout à l'heure, c'est la formation alternative. Et la Fondation de Tunisie pour le développement, elle est vraiment impliquée et portée sur la formation alternative puisqu'elle offre à d'autres jeunes qui sont des talents la possibilité d'intégrer, de mieux connaître le monde du coding, le monde de l'entreprise via ELIF. Et il faut le noter, vraiment, c'est une excellente initiative et c'est un partenaire à Smart Tunisie en plus parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sortent diplômés ou alors des techniciens, des IZ, etc., mais qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Et grâce à la fondation, ils intègrent une institution, ils intègrent un local, ils intègrent un univers où ils apprennent à échanger, à se comporter, à pouvoir mieux programmer. Et c'est vraiment
un atout d'être dans ce genre d'institution et de pouvoir donner la possibilité à la reconversion, à pousser plus les compétences tunisiennes pour être et atteindre l'excellence. Merci. Merci beaucoup. Donc, la Tunisie repose bien sur 2 pieds, bien en équilibre, le développement économique par les entreprises et le développement de la société et de l'économie par les ONG. Comme conclusion, comme mot de la fin, nous sommes dans une année très spéciale et très particulière où il y a beaucoup de challenges, que ce soit aux États-Unis, ce qu'on vit actuellement, que ce soit la Covid-19, que ce soit d'autres enjeux. Comment vous voyez ces événements dans cette phase et comment la Tunisie et sa diaspora peuvent take advantage de cette situation dans les mois et les années qui viennent? Peut-être on va commencer par toi, Amna, et ensuite, donc chacun aura 1 minute à peu près comme mot de conclusion. Moi, je trouve que, au contraire, c'est un excellent moment parce que beaucoup de certitudes sont en train d'être mises en doute. Donc, à nous, Tunisiens, de nous engager plus, de réfléchir autrement et de casser ces barrières. Comme on le disait, la Tunisie a énormément de talent et notamment dans le digital, qui est un enjeu clé qui s'est accéléré. Il faut juste qu'on en prenne conscience collectivement et qu'on prenne aussi toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir par rapport à ce changement de mindset mondial sur lequel on a vraiment une place à jouer, un enjeu à jouer, de par notre positionnement géographique, de par nos talents et de par ce contexte mondial qui, le plus agile sera le gagnant. Et je pense qu'en Tunisie, on a prouvé cette agilité et on devra continuer à y travailler. Merci. J'aurais bien aimé utiliser ça comme mot de conclusion. Merci beaucoup. Rim, 1 minute. En 1 minute. Alors, moi, je trouve que la Tunisie a été excellente dans la gestion du Covid. Et on a prouvé notre compétence dans le Safe Covid. Et on a accéléré toutes les procédures de digitalisation pour pouvoir suivre les états du Covid, les patients, etc. Et vraiment, aujourd'hui, cette compétence qu'on a mis en avant fait de nous un pays innovant, agile et vraiment prêt à adapter toutes les situations, à les tourner et à en tirer avantage. Donc, go avec la Tunisie, toujours en avant, go avec la Fondation Smart Tunisia, qui sont là pour supporter toutes les initiatives, toutes les idées et toutes vraiment les innovations des entrepreneurs. Et voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé les lignes. En tout cas, je vous remercie toutes pour votre contribution et pour votre engagement. Je pense que le rôle de la jeunesse tunisienne est un rôle modèle et des entrepreneurs et encore plus modèle dans la Tunisie. Nous remercions Class Export d'avoir donné cette opportunité de discussion et je souhaite bon vent à la Tunisie et à la diaspora africaine. Merci beaucoup. Au revoir.